Et je voulais vous dire, avant de vous présenter Patrimoine Nord-Alpin, deux choses. C'était noté dans le lien, mais cette réunion est enregistrée de manière à ce qu'on puisse la réécouter après. Aude vous a indiqué toutes les manips à faire pour pouvoir le faire. Bon, ça c'est la première chose. La seconde chose, aujourd'hui, notre coordinatrice est absente et donc Aude va avoir énormément à faire avec le fait de parler, de vous expliquer les choses, et puis le fait de passer les slides, et ainsi de suite. Donc je vous demande un petit peu d'indulgence quand vous allez poser des questions. Ça prendra peut-être un petit délai, il y a peut-être des questions qui pourront être posées après, on verra bien, mais je vous demande un petit peu d'indulgence. Étant entendu que je pourrais peut-être répondre à certaines de vos questions, mais certainement pas à toutes. Donc voilà. Bon, ce préambule étant fait, Patrimoine Nord-Alpin, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, et je crois que c'est le cas de certains d'entre vous, Patrimoine Nord-Alpin a 40 ans d'existence. Nous avons été fondés en 1983. Nous avons un petit peu moins de 300 adhérents sur tout le territoire de la région et qui sont des adhérents de toutes sortes, des collectivités, des individuels, des artisans, des musées, des bibliothèques, etc. Toutes les personnes qui sont intéressées par le patrimoine et par les patrimoines en général. Il n'y a pas d'exclusif chez Patrimoine Nord-Alpin. Bien. Donc, tous ces adhérents, parmi lesquels il y a des associations et des fédérations, donc, constituent un maillage assez dense dans toute la région. Le cœur de métier de Patrimoine Nord-Alpin, c'est la valorisation des patrimoines, avec la mise en réseau des acteurs de tous les patrimoines et la sensibilisation au patrimoine. Pour ce faire, Patrimoine Nord-Alpin est centre de ressources et a mis en place différentes manifestations, dont les prix Nord-Alpin du patrimoine qui récompensent chaque année pour le prix de 6 000 € et pour la mention de 1 000 € des réalisations en savoir-faire, en matière scientifique et industrielle, en réalisation. Il y a aussi une distinction EDF qui s'attache plus particulièrement au côté insertion sur les territoires. Et il y a le coup de cœur du jury. Donc, et ces deux dernières catégories sont dotées la distinction EDF de 1 000 € et le coup de cœur du jury qui est choisi parmi tous les dossiers présentés au jury. Le coup de cœur, c'est 2 000 €. Donc, ça, c'est une des premières actions que Patrimoine Nord-Alpin utilise pour ses buts. La seconde, ce sont les publications. Nous publions des vade-mecum qui sont davantage à destination des collectivités, qui sont des indications de bonne politique pour entretenir différents patrimoines. On a eu quelque chose sur les cimetières, Aude vous le rappellera tout à l'heure, et puis sur l'énergie, sur différentes choses qui peuvent intéresser les collectivités. Deuxième chose, les guides du patrimoine, qui, comme leur nom l'indique, sont des guides des patrimoines de notre région. Et une fois par an, nous adressons à tous nos adhérents le courrier du patrimoine, qui est un peu une photo de ce qui s'est passé pour Patrimoine Nord-Alpin dans l'année écoulée, pour Patrimoine Nord-Alpin, ses partenaires et ses adhérents dans l'année écoulée, et qui contient un cahier central avec un sujet qui change tous les ans. Voilà. Et enfin, pas dernière action, mais une des actions les plus visibles, ce sont les commissions. Les commissions de patrimoine nord-alpin ont été créées pour attirer l'attention sur des patrimoines soit méconnus, soit en danger, ce qui est souvent l'un étant la conséquence de l'autre. Il y a 6 commissions, la commission patrimoine thermal, la commission musées locaux et lieux de collection, bien sûr, Aude, je vais en oublier des tas. La commission patrimoine industriel, la commission patrimoine hospitalier, patrimoine militaire et mémoire et patrimoine militaire, et
celle qui nous intéresse aujourd'hui, la commission patrimoine funéraire. Ces commissions, par des actions différentes selon les sujets des commissions, travaillent à une meilleure connaissance des patrimoines concernés, par, donc, comme je vous l'ai dit, des actions différentes selon les commissions. C'est le cas du Printemps des cimetières. Donc, la commission Printemps des cimetières a donné naissance à cette action pour laquelle vous êtes là cet après-midi, qui s'appelle le Printemps des cimetières. Je suis obsédée par le patrimoine. Qui s'appelle le Printemps des cimetières, dont Aude va vous parler de manière beaucoup plus savante que moi, et sur laquelle vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez, et je pourrais peut-être même répondre à certaines. En l'occurrence, je crois avoir fait le tour rapidement de ce qu'est Patrimoine Nord-Alpin. Je ne peux que vous encourager à aller faire un tour sur notre site où vous aurez bien d'autres informations et où vous pourrez compléter ce que je viens de vous dire rapidement ici parce que c'est quand même important qu'on se laisse un peu de temps pour l'objet de notre réunion. Et je laisse la parole à Aude qui va vous donner tous les détails sur le Printemps des cimetières. C'est à vous, Aude. Merci beaucoup et bienvenue à tous. On va commencer par reprendre un peu du coup le programme, donc l'introduction qui vient d'être faite et que je compléterai juste un peu au niveau de la commission patrimoine funéraire. Ensuite, la première partie qui va du coup s'intéresser au Printemps des cimetières en lui-même, une présentation générale de l'événement, le retour d'expérience de Monsieur Chanet, et aussi une intervention du coup de Alexandrine Espinasse du Souvenir français. Et ensuite, on s'intéressera plus particulièrement au thème 2023 avec une présentation, aussi quelques ressources pour vous aider et des exemples d'animation qui sont inscrites pour cette année, pour cette édition. Juste rapidement un petit point. Je vous demanderai pendant les interventions de garder vos micros éteints pour ne pas avoir de bruit parasite pour les intervenants. Vous l'avez sans doute vu, mais si vous souhaitez poser des questions par écrit, vous avez un petit onglet discussion où vous pouvez taper vos questions. Et sinon, à chaque fin d'intervention, vous pourrez rallumer vos micros si vous souhaitez poser une question à l'oral. Donc, pour compléter un peu au niveau de notre commission patrimoine funéraire, c'est une des premières commissions, c'est la première commission qui a été créée à Patrimoine Nord-Alpin. Elle a été initiée en 2006. Et ici, je vous ai mis quelques exemples d'actions réalisées par les membres de la commission. Donc, il y a un guide Bâtir la dernière demeure, qui est un guide Oralpin du patrimoine sur le patrimoine funéraire en Rhône-Alpes, puisqu'il est sorti à l'époque où les deux régions n'avaient pas encore fusionné. Comme l'a indiqué Marie-Hélène, en effet, nous avons sorti un vadémécum intitulé « Construire le cimetière de demain » sur la gestion des cimetières, mais aussi la législation funéraire, donc plutôt à destination des élus, mais aussi des associations et des particuliers. Et enfin, notre dernière action, ce sont les visites virtuelles de cimetières. Donc, nous en avons réalisé 2, celle du cimetière de Polaguet, dont vous voyez la vignette ici, et celle de la nécropole nationale des Glières, donc, qui sont en accès libre sur le site internet du Printemps des cimetières, si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Donc, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, le Printemps des cimetières a été donc créé en 2016 par les membres de la commission. Il est né en fait d'un constat simple que le cimetière, c'est un lieu de mémoire qui est riche d'un patrimoine qui est malheureusement méconnu et très peu valorisé. C'est un témoin de nos croyances et de notre société et il mérite d'être sauvegardé et surtout d'être mieux connu. Et donc, l'idée est née de créer un événement régional de valorisation du patrimoine funéraire intitulé le Printemps des cimetières. Et au fil des éditions, l'événement a pris une ampleur nationale, voire même européenne, puisqu'en 2022, nous avions 2 villes de Belgique participantes. À l'origine aussi, l'événement se déroulait seulement sur le dimanche. Maintenant, nous
Nous nous sommes étendus du vendredi au dimanche pour permettre au plus grand nombre d'organisateurs de rejoindre l'événement et d'avoir plus aussi de flexibilité par rapport aux disponibilités de chacun. Donc, pour vous refaire un petit point sur les chiffres, en 2022, nous avons eu 66 départements métropolitains représentés. Comme je l'ai dit, 2 villes de Belgique qui ont participé, ce qui représentait du coup 208 cimetières et plus de 200 organisateurs. Les objectifs du Printemps des cimetières sont au nombre de 3. Donc d'abord, je l'ai dit, c'est sensibiliser à l'importance patrimoniale, historique, artistique, culturelle et écologique des cimetières. Parce qu'on le verra par la suite, mais dans les cimetières, il y a énormément de sujets à aborder. C'est aussi rassembler lors d'un événement commun les initiatives autour du patrimoine funéraire. Parce que c'est vrai qu'il en existe déjà beaucoup de structures, c'est d'ailleurs peut-être votre cas, proposent déjà des animations autour du patrimoine funéraire tout au long de l'année. Le but du Printemps des cimetières, c'est de les regrouper lors d'un événement commun pour aussi donner plus de visibilité à ce patrimoine et à vos animations. Et enfin, le dernier objectif, c'est sauvegarder et valoriser ce patrimoine en impulsant du coup des actions concrètes, par exemple de restauration, etc., dans un second temps. Donc, comme je le disais, des sujets à aborder, il y en a énormément dans les cimetières. Ça peut être l'architecture, puisque les grands courants architecturaux ont aussi influencé l'architecture funéraire. Ça peut être également l'art, l'histoire locale, bien sûr, l'écologie, la faune et la flore, puisque de plus en plus, les cimetières sont des lieux de biodiversité. Ça peut être aussi la symbolique funéraire, qui est le thème du coup de l'édition 2023, ou la mémoire collective, etc. Au niveau des types d'événements, c'est pareil, ça peut prendre la forme de visites guidées. C'est la majorité des animations qui sont proposées durant le Printemps des cimetières, mais ça peut aussi être des conférences, des expositions, des lectures, des visites libres. Ici, vous êtes complètement libre, du coup, de présenter l'animation que vous souhaitez. Parmi du coup, les critères à respecter pour participer à l'événement, c'est extrêmement simple. Ce sont les dates, bien sûr, du Printemps des cimetières. Donc, cette année, c'est les 12, 13 et 14 mai 2023. Et son objet, c'est-à-dire le patrimoine funéraire et les cimetières. Ce sont les 2 seuls critères à respecter. Et ensuite, pour intégrer le programme, il vous suffit donc de vous inscrire via le formulaire officiel qui est un formulaire Open Agenda. On le verra un peu plus en détail juste après. Et aussi, on demande aux organisateurs d'obtenir l'autorisation de la structure gestionnaire du cimetière, qui est en général la commune. Puisque c'est un lieu quand même, c'est un lieu public et en plus il y a une dimension également privée. Les cimetières sont régis par des règlements, donc c'est nécessaire aussi d'obtenir l'autorisation, mais aussi de sensibiliser sa collectivité, ses élus à l'événement et au patrimoine funéraire par la même occasion. Donc, je vous parlais du formulaire Open Agenda. Ça se présente comme ceci. Il faut savoir que c'est aussi la solution qui est utilisée par le ministère de la Culture pour les grands événements nationaux comme les Journées européennes du patrimoine ou la Nuit des musées, etc. Donc, si vous avez déjà un compte dessus, c'est encore plus simple. Si vous n'en avez pas, c'est très simple aussi. Donc, il suffit de se créer un compte et ensuite de remplir ce formulaire. Je voulais quand même remettre un point sur le fait que c'est important de rédiger des textes qui sont attrayants pour donner envie aux visiteurs d'en savoir plus et de se déplacer, surtout qu'ensuite, ces textes, si jamais vous souhaitez commander des documents de communication, ils sont repris tels quels dans les documents de communication. Donc, voilà, c'est bien d'avoir des textes qui sont travaillés. Pour revenir du coup un peu sur le rôle de Patrimoine Oralpin, donc nous, on gère une partie de la communication, notamment des documents de communication papier, affiches et flyers qui sont mis à disposition gratuitement des organisateurs.
Pour en bénéficier, il faut inscrire son animation avant le 10 mars. C'est la date butoir pour pouvoir en bénéficier. Et ensuite, un bon de commande est adressé aux organisateurs. Au-delà du 10 mars, vous pouvez continuer à vous inscrire à l'événement, mais vous n'aurez plus accès aux documents de communication papier, puisqu'ensuite, nous, de notre côté, il nous faut aussi un temps, un délai pour pouvoir les réaliser, les imprimer et les envoyer aux organisateurs pour qu'ils les reçoivent le plus tôt possible. En parallèle de ces documents de communication papier, on a aussi un kit de communication numérique qui sera à télécharger sur le site internet avec les affiches au format numérique, mais aussi des visuels pour les réseaux sociaux, etc., pour vos sites internet. On anime également les réseaux sociaux de l'événement. Donc, on est présent sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Et donc, voilà, on s'occupe d'animer ces réseaux sociaux en vue de l'événement pour attirer l'attention des visiteurs. Et on envoie également un communiqué de presse général, du coup, au niveau national, auprès des médias. Donc, ça, c'est ce qui est fait, du coup, par Patrimoine Oralpin. Mais aussi, on vous conseille de votre côté. Ah, oui, j'avais oublié. Je vous ai mis ici un exemple de l'affiche et du flyer réalisé en 2022. Donc, l'affiche, c'est une affiche générique qui présente un cadre vierge qui est au format A4. Donc, qui vous permet, une fois reçu, imprimé, de pouvoir ajouter vos propres informations en collant, par exemple, une feuille imprimée par vos soins. Donc, ça, c'est à personnaliser par vous-même. Les flyers sont personnalisés, eux. Donc, comme je vous le disais, pour les réaliser, on utilise les informations que vous aurez rentrées dans votre formulaire Open Agenda. Donc, pourquoi apporter du soin à votre inscription? Et vous pourrez choisir entre plusieurs quantités. Donc, voilà, ça, c'était ceux de l'édition 2022. Donc, comme je vous le disais, on conseille aussi aux organisateurs d'être proactifs aussi dans leur communication, notamment, bien sûr, en diffusant les documents de communication et les visuels que nous mettons à votre disposition, les affiches et les flyers, mais aussi en parlant sur vos sites internet si vous en avez, etc. On vous conseille aussi de vous rapprocher des offices de tourisme, puisque bien souvent, elles ont un agenda où on peut référencer des événements. Donc ça peut être aussi intéressant. Vous avez aussi sans doute des relations privilégiées avec la presse locale, donc également leur faire part de votre programmation. Et ensuite, ça va être, par exemple, de mettre le lien vers le programme sur vos sites internet et si vous avez des réseaux sociaux, de partager les publications ou d'en parler aussi tout simplement. Je vous fais un petit rappel calendrier du coup. Donc, comme je vous l'ai dit, le 10 mars, c'est la fin des inscriptions pour les organisateurs qui souhaitent bénéficier des documents de communication papier. Ensuite, les inscriptions restent ouvertes, mais vous ne pourrez plus bénéficier des documents de communication papier. Donc, le 13 mars sera envoyé le bon de commande aux organisateurs qui se sont inscrits avant le 10 mars. Ensuite, fin mars, il y aura la mise en ligne du kit de communication numérique. Et enfin, mi-avril, la réception des documents de communication papier pour les organisateurs, la mise en ligne du programme et le lancement global de la communication. Donc, pour le moment, pour ceux qui se sont déjà inscrits sur Open Agenda, votre événement n'est pas encore publié, c'est tout à fait normal. Ça le sera du coup environ un mois avant l'événement. Hop, je vais juste m'arrêter là. Si jamais il y a déjà des questions, n'hésitez pas à prendre la parole pour que j'y réponde avant que nous passions au retour d'expérience du coup. Ou alors tout est clair. N'hésitez pas à remettre votre son si jamais vous voulez poser des questions. Ou à les écrire aussi dans la discussion. Bonjour, j'ai Oui. une petite question. Frédéric Bureau de la Somme. Je voulais savoir si le programme était national. Je n'ai pas bien compris, moi, si c'était uniquement sur la région Rhône-Alpine Non, ou si c'est national.
C'est bien un événement national. On a débuté la première édition sur la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que c'est normalement le champ d'action de patrimoine nord-alpin, mais maintenant l'événement est complètement national et nous, on gère l'événement au niveau national également. D'accord, merci beaucoup. Et je vous en prie. D'autres questions? Eh bien, écoutez, alors dans ces cas-là, nous allons passer au retour d'expérience de Monsieur Chanet. Hop. Voilà, présent. Bonjour. Bonjour à tous. Eh ben, écoutez, merci d'être là. Je vous félicite d'avoir pris la décision de rentrer dans ce cheminement là qui est le printemps des cimetières et de faire connaître les cimetières de France. C'est une comment dire, c'est une action qui, contrairement à ce qu'on peut penser, intéresse beaucoup plus de monde qu'on ne pourrait imaginer. Alors, je vais vous parler de l'expérience de notre association qui est le Charbonnières d'hier à aujourd'hui. Vous voyez le blason, là, c'est une société de patrimoine de Charbonnières-les-Bains, donc à côté de Lyon. Et au hasard d'une rencontre avec le patrimoine haut-alpin sur un rassemblement qui avait lieu pas très loin de chez nous, j'ai découvert le printemps des cimetières et puis à partir de là, on s'est dit, bah tiens, puisqu'on a déjà travaillé un peu là-dessus, on pourrait faire quelque chose. Et bah, j'ai lancé la chose dans notre association, sachant que je suis pas le président, je suis simplement quelqu'un qui anime, qui a eu l'idée de faire ça et puis qui s'y est collé, quoi. Hein. C'était pas une préparation énorme. Alors, simplement, à l'instigation d'un de nos anciens membres, un ancien de la commune, qui nous avait proposé de faire le tour du cimetière pour, bah, disons, faire un relevé des tombes et puis qui nous raconte un peu l'histoire de tous les gens qui étaient là. Et bah, j'en avais fait un petit document et ça m'a servi de base pour établir une visite guidée. Donc, si vous voulez, il y avait un travail qui était fait d'avance et qui était très intéressant. Alors, ce que je vous propose, c'est il y a 3 phases. Hein, il y a avant, pendant et après. Donc, avant, il y a un certain nombre de choses à faire. Je l'ai marqué, hein, demander par écrit au maire l'autorisation de visite. Hein, ça c'est tout simple. Hein, vous faites une petite lettre et puis bah il y a aucun problème. Hein, le maire est tout content que ça se passe. Il y a pas de souci. Bon, vérifiez quand même que vous recevez une réponse parce que bah, c'est toujours bien d'avoir un papier dans sa poche qui vous autorise au cas où il y ait un problème par la suite ou quelqu'un vienne vous chercher un peu des poux dans la tête. Donc ça, c'est à faire, vous pouvez le faire dès maintenant, hein, il n'y a aucun problème. Dès que vous aurez choisi la date et l'heure à laquelle vous voulez faire une visite. Alors, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que on a pris l'option de faire une visite du cimetière. Moi, si vous vous lancez là-dedans pour la première fois, c'est ce que je vous conseillerais parce que c'est ce qui est probablement le plus simple à faire pour tout le monde parce que la personne qui va la faire ou les personnes qui vont la faire on connaît déjà les lieux. Hein. On connaît les lieux, on connaît les gens, on connaît un peu l'histoire, donc ça permet, si vous voulez, il y a un fond qui permet de monter une visite plus facilement. Alors, première chose à faire, c'est refaire un recensement des tombes. Hein, sur le plan du cimetière. Le plan du cimetière, il doit exister quelque part. Probablement la mairie l'a. Hein. Il y a toujours quelqu'un dans une mairie qui est responsable de la gestion du cimetière, forcément, hein, puisque c'est une des obligations municipales d'avoir un cimetière. Hein, c'est légal, donc il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et il doit y avoir un plan, parce qu'un cimetière, c'est défini par des carrés, c'est défini par des allées, par des numéros de tombes. Donc ça existe.
Donc, ce qui est intéressant, c'est de le récupérer, ce plan. Et puis, avec ce plan, vous allez faire un tour dans le cimetière et puis vous repérez les tombes qui sont intéressantes. Alors, l'intérêt, il peut être de différentes formes. Ça peut être historique, hein, c'est-à-dire l'intérêt des personnes qui sont inhumées. Avec un peu de chance, vous pouvez avoir une célébrité dans votre cimetière, mais cherchez bien parce que quelquefois, il y a des gens qu'on a totalement oubliés et qui ont fait des choses étonnantes. Il peut y avoir un siècle ou deux et on n'en parle plus, quoi. Mais sur le moment, ça a pu faire des choses intéressantes. Il y a aussi l'intérêt architectural, c'est-à-dire que vous verrez que les tombes, quand on se promène, on s'aperçoit qu'il y a un style de tombe. Hein, suivant les époques, on ne fait pas les mêmes. Et puis, il y en a qui sont toutes simples. Hein, il y a une croix plantée dans la terre, et puis il y en a d'autres, c'est des monuments qui peuvent faire quasiment des petites maisons. Hein, et tout ça, c'est orné. Hein, il y a des statues, il y a tout un tas de choses, et tous les ornements sont pas mis là par hasard. Hein. Ça veut dire quelque chose. Alors, ça veut dire quelque chose pour les familles, mais en général aussi, il y a un sens. Hein. Quand on voit une couronne, ça veut dire quelque chose. Quand on voit une urne, ça veut dire quelque chose. Si l'urne, elle a un voile dessus, ça veut dire quelque chose. Si le voile est à droite ou si le voile est à gauche, il y a des sens qui sont encore différents. Bon, on a à votre disposition un petit lexique de tout ça. Je crois que Aude pourra vous le passer, hein, sur simple demande, ou alors peut-être le passer à tout le monde à la suite de cette réunion. Donc tout ça, ça peut vous guider. Et puis, il y a aussi plein d'anecdotes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui portent des anecdotes qui sont relatives au village, et ça éveille vraiment l'intérêt des visiteurs. Quand on sort, quand on raconte un peu la petite histoire, on, on voit que les gens sont très intéressés. Donc, n'hésitez pas à essayer de broder autour de la vie des gens qui sont là. Hein, et il faut pas hésiter à raconter aussi de la petite histoire du village ou de la ville dans laquelle vous êtes. Alors, sur le cimetière lui-même, donc je vous ai dit qu'il fallait, je vous conseille de récupérer le plan du cimetière parce que ça explique des choses. Et puis, je vous ai mis date, gestion, etc. Alors, les dates, les cimetières, ils s'inscrivent dans l'histoire, hein, d'une municipalité, c'est-à-dire que bien souvent, dans 99% des cas, le premier cimetière pardon, était autour de l'église. Hein. Donc, si vous cherchez un peu, vous allez pouvoir expliquer que le premier était autour de l'église, et puis quelquefois, il y en a eu un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième. Hein, c'est-à-dire que les cimetières, au fur et à mesure du temps, se déplacent, et tout ça, ça se fait, ça se raconte. Donc, vous pouvez trouver des dates et replacer ça dans l'histoire. Et ça c'est intéressant parce que ça permet de lier le passé à la situation actuelle. Hein, et c'est d'un grand intérêt pour les visiteurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est là le côté gestion d'un cimetière. Alors là, c'est un peu plus, comment dire, le côté légal, mais si vous pouvez trouver des indications sur, enfin, je vous conseille d'ailleurs de vous renseigner. Vous allez sur Internet, vous trouverez plein de choses sur la gestion des concessions, sur toutes les questions qu'on peut se poser. Hein, on en a eu une il n'y a pas très longtemps, c'est est-ce qu'on peut enterrer le chien avec le grand-père, parce que le chien est mort après, mais le grand-père l'aimait bien, donc on aimerait bien mettre les restes du clébard dans la tombe. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui apparaissent, et
c'est anecdotique, mais la question, elle est posée, quoi. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas? Bon, je vous le dis tout de suite, on n'a pas le droit. Mais il peut y avoir plein de choses qui sortent de cette façon. Alors, sur les constructions aussi dans le cimetière, généralement, il y a des constructions. Alors, il y a les constructions, il y a les caveaux, il y a les tombes, etc. Mais aussi, bien souvent, il y a d'autres choses. Il y a forcément, par exemple, un ossuaire. Un ossuaire, c'est c'est l'endroit qui récupère les ossements des morts qu'on a exhumés parce que les concessions arrivaient étaient reprises par la mairie pour une raison quelconque. Alors, il y a plein de raisons. Je vous invite à trouver lesquelles. Et il faut bien faire quelque chose des restes, donc on les met, il y a forcément un ossuaire municipal. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez expliquer aux visiteurs. Bien souvent, vous avez une croix du cimetière. Ça, c'est une tradition française. Bien souvent, vous savez, les cimetières, il y a deux allées qui se croisent et au milieu, il y a une croix. Et puis bien souvent aussi, il y a un ou deux ou trois ou quatre curés qui sont enterrés là-dessous, quoi. Quelquefois, il y a aussi une chapelle, il y a des caveaux provisoires, il y a des carrés particuliers. Hein, nous, dans notre cimetière, il était prévu un carré pour les suicidés, un carré pour les nouveau-nés. Et curieusement, par exemple, pour ce qui est de chez nous, ces carrés n'ont jamais été utilisés encore maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un endroit libre et où on n'a jamais mis personne. Voilà, c'est assez rigolo, mais enfin c'est rigolo si on peut dire. Mais voilà, il y a plein de questions à se poser avant pour préparer la visite. On peut passer à la deuxième. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, se renseigner sur la législation, hein, des concessions, des inhumations, relever les corps, etc., sur la gestion des columbariums, parce que maintenant, il y en a partout des columbariums, mais qu'est-ce qu'on fait des cendres quand on les met pas dans un columbarium, ou alors quand le columbarium, il y a une concession aussi pour le columbarium comme pour un caveau ou une tombe, donc quand c'est arrivé au bout, qu'est-ce qu'on fait des cendres, la gestion des ossuaires, les décorations, qu'est-ce qu'on peut mettre ou ne pas mettre sur une tombe, est-ce qu'on a le droit de planter, est-ce qu'on a le droit etc., etc. Il peut y avoir plein de choses avec des points intéressants. Hein. Donc, je vous conseille aussi donc de vous faire un petit dossier, hein, avec le plan du cimetière dont je vous ai parlé tout à l'heure, où vous mettrez les tombes que vous allez voir, hein, et puis les choses éventuellement que vous allez dire. Vous pouvez mettre aussi toutes les reproductions d'images qui peuvent être utiles à votre explication historique. Alors, ça peut être l'église pour expliquer où se trouvait le premier cimetière. Hein. Ça peut être un plan du village pour expliquer une logique, si le cimetière s'est déplacé, par exemple. Ça peut être des portraits, ça peut être... Enfin bon, vous pouvez vous faire un dossier avec tout ce que vous voulez, et puis pouvoir ressortir des images pour les montrer à vos visiteurs si besoin. Et puis, bien sûr, établir un circuit de visite, parce que vous allez visiter un certain nombre de tombes, mais ce que je vous conseille, c'est d'en choisir une quinzaine, pas plus. Hein. De toute façon, vous referez ça l'année prochaine, donc vous pourrez visiter d'autres tombes, mais quand on est devant une tombe et qu'on discute pendant 5 minutes, s'il y en a 15, ça fait déjà 45 minutes, plus un peu d'accueil, un peu, etc. Ça fait une visite d'1h30, c'est bien, quoi. Hein, voilà, la première fois que j'ai fait une visite, au bout de 2 heures, j'ai arrêté en disant, bon, écoutez, j'arrête parce que j'en ai encore beaucoup à dire, mais il y a un moment où, au bout de 2 heures, les gens en ont assez, quoi. Il faut se limiter. Alors, on passe à la suivante. Alors, quand
comment est-ce que ça se présente? D'abord, vous faites un petit accueil de la part de votre association, hein, si vous êtes sous forme associative, hein, vous la présentez, vous n'hésitez pas à présenter votre association avec ce que vous faites. Hein. Ensuite, je vous conseille de présenter oui, on te voit. Excusez-la. De présenter aussi le patrimoine oralpin, hein, et puis l'opération Printemps des cimetières, c'est l'occasion, et puis on leur doit bien ça quand même, hein, les faire connaître. Puis si ça peut donner des idées à d'autres, ça n'en sera que mieux. Hein. Et puis, il faut commencer plutôt par la grande histoire, enfin la plus grande histoire que celle du cimetière, c'est-à-dire, bien comme j'ai dit tout à l'heure, bien souvent, le lien avec l'Église, et puis comme on est venu au cimetière moderne, hein, et ça, vous pouvez le faire à l'extérieur du cimetière, à l'endroit où vous avez accueilli les gens, et ensuite vous rentrez dans le vif du sujet. La diapo suivante. Alors, visitez les tombes suivant un parcours prévu à l'avance, comme ça vous êtes tranquille, vous avez votre document, vous les suivez, vous avez noté ce que vous vouliez dire. Hein. Faut pas hésiter à lire. Hein. De toute façon, quand on est dedans, on se souvient plus de rien, donc faut pas, on n'est pas ni des spécialistes ni des professionnels, donc les gens comprennent très bien. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que je vous conseille, pour rendre la visite plus vivante, de prévoir des coupures. C'est-à-dire que si vous avez prévu de voir une douzaine de tombes, eh bien, tous les 3-4 tombes, vous arrêtez, puis vous changez de sujet. Vous parlez un peu, je sais pas, alors, suivant ce sur quoi vous aurez pu préparer quelque chose, mais parlez un peu de législation, parler un peu de signification des décorations funéraires. Vous pouvez vous arrêter devant une tombe qui est très décorée, par exemple, avec des choses très particulières. Hein, vous aurez repéré des chouettes, vous aurez repéré, je sais pas quoi, un signe maçonnique, vous aurez repéré un petit macaron bleu-blanc-rouge avec marqué souvenir français. Là, vous expliquez ce que c'est. Hein. Vous voyez, il y a plein de choses à voir, et ça, vous allez le trouver quand vous irez faire la visite du cimetière au préalable. Hein, vous pourrez expliquer donc les différents carrés, et puis des anecdotes, etc. Et comme ça, vous brisez la monotonie de la visite. Hein, vous faites ça 2-3 fois, et c'est très apprécié. Et puis, vous pouvez aussi en profiter pour parler, si vous avez la chance d'avoir des responsables sous la main, hein, de la préservation des tombes, remarquable, parce que dans les cimetières, il y a quand même des choses qui sont assez chouettes, quoi. Hein, même si c'est pas un endroit très rigolo, on se dit quand même il y a des tombes ça serait dommage que elles soient reprises par la mairie puis détruites. Et puis qu'on mette un truc moderne à la place, alors que il y a de l'histoire, où il y a du style, où il y a de l'architecture, où il y a des statues, etc. Parce que sachez que quand une tombe est reprise, normalement, hein, la loi dit quand la concession est finie, on remet dans l'état d'origine. C'est-à-dire qu'en gros, on casse tout. Hein. Donc c'est un peu dommage, et c'est comme ça qu'on voit des jolis vieux monuments qui sont chez les tailleurs de pierre, hein, qui sont en attente d'être quelquefois réutilisés. Hein, ça se voit, ça. Bon. Et puis, il y a aussi une chose, on a fêté il n'y a pas si longtemps que ça la fin de la guerre de 14, et il y a quelque chose, moi, qui me tient à cœur, et puis je ne suis pas le seul, c'est de préserver les tombes des morts pour la France, parce que il y a tous ceux qui sont restés sur les champs de bataille, mais à partir de 1920-21, il y a eu toute une opération qui permettait aux familles de récupérer les corps de leurs morts pour la France. Et bien entendu, ces gens-là, ils n'ont pas été mis dans des ossuaires ou dans des tombes particulières. Bien souvent, ils sont avec les familles. Et je trouve que c'est le moindre respect pour ces gens-là de les laisser où ils sont.
Voilà, donc si vous êtes d'accord avec ce genre d'action, c'est peut-être, il faut en parler, quoi, parce que quand on en parle, bah, les affaires avancent. Voilà. Et alors, en fin de visite, bon, bah, bien sûr, hein, vous remerciez les participants sur leur présence, tout ça, hein. Et puis, profitez-en pour les sonder sur l'intérêt de la visite, ce qu'ils ont aimé ou pas, s'ils ont des questions. Et puis, bah, vous notez tout ça, hein, notez les questions sur lesquelles vous n'avez pas eu de réponse, parce que bien souvent, si vous recommencez l'année prochaine, bah, vous aurez les mêmes, hein, et puis, les améliorations à faire. Est-ce que c'était long, pas long? Est-ce que faire le tour des tombes, ça intéressait ou pas? Est-ce qu'il y a des questions qui se posent, qui restent en suspens, hein, et voilà, et vous leur donnez rendez-vous l'année prochaine. Alors, j'ai la dernière phrase, là je vais l'expliciter pour les élus. Je suis moi-même un élu, hein, dans ma commune. AMF 69, c'est l'association des maires de France, du Rhône, et qui fait des formations. Alors je suppose qu'il y a d'autres associations des maires de France en France qui font des formations, et j'ai fait une formation justement sur la gestion des cimetières il n'y a pas très longtemps, une formation d'une journée qui était très, très, très intéressante, hein, et qui m'a permis de compléter au niveau législation, et puis d'échanger aussi avec la vingtaine d'autres personnes qui étaient là, sur tout ce qui tourne autour des cimetières. Et ça, bah, si vous avez l'occasion de pouvoir faire ce type de formation, bon, généralement c'est gratuit, hein, pour les élus, bah, profitez-en, hein, parce que c'est très chouette. Voilà, donc j'ai fait le tour. Maintenant, bah, si vous avez des questions, hein, profitez-en. Alors, je n'ai pas parlé des autres types, hein, de visites. Effectivement, il y en a qui font des visites libres et qui ont pris l'option de faire des panneaux, hein, des panneaux qui plantent devant les tombes. Et puis, bon, il doit y avoir un plan que les visiteurs doivent pouvoir prendre et puis suivre, en fait. Voilà, bon, bah ça peut se faire, effectivement, mais alors, il y a aussi d'autres choses, des conférences, des choses comme ça, mais là, c'est un peu plus lourd, et à moins d'avoir un spécialiste, c'est un peu plus lourd à préparer, parce que il faut trouver un endroit, il faut trouver un moment, il faut un conférencier qui ait quelque chose de prêt et de comment dire, d'intéressant, qui soit sur le sujet. Pour une association, créer une conférence, c'est un sacré boulot. Donc, il faut quand même plutôt des spécialistes. Alors, je crois que le plus simple, quand on est dans des communes qui sont pas très importantes, c'est bah, de le faire soi-même, hein. La visite guidée, c'est pas mal du tout, hein. Et les flyers déposés chez l'épicier et le boucher, ça marche pas mal, hein. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions si vous avez besoin. Merci beaucoup, Monsieur Chanet. C'était très clair. Un Je vous véritable en prie. petit tutoriel pour remonter sa visite. Donc, oui, si jamais vous avez des questions vraiment très pratiques, n'hésitez pas. Soit par écrit, soit à l'oral. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rallumer votre micro. Et si jamais d'autres organisateurs qui sont présents aussi à la visio veulent aussi intervenir, c'est aussi possible pour donner un retour d'expérience comme ça sur le vif. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Michel Goutet. Et, vous avez parlé de plein de tombes, mais est-ce qu'on a le droit de s'arrêter sur n'importe quelle tombe, ou alors est-ce qu'il faut qu'on demande des autorisations aux familles? Alors, les tombes sont des concessions, hein, c'est-à-dire que la municipalité a concédé l'usage du sol et du sous-sol jusqu'à une certaine profondeur. Je dis bien certaine parce que c'est pas déterminé, hein. Et c'est un endroit privé. C'est-à-dire que sur une tombe, a priori, on peut faire ce qu'on veut, sauf ce qui est interdit.
Hein. Et tant que ça, c'est un milieu ouvert, mais tant que ça ne gêne pas comment dire, les bonnes mœurs et la tranquillité publique, il y a pas de souci. Et le fait est que la tombe, c'est vrai que c'est un endroit privé, mais c'est pas comme vous savez, les chapelles, comme on imagine par exemple au Père-Lachaise, où il y a des petites chapelles, là, avec une porte. Donc, on peut la regarder de l'extérieur, on peut en faire le tour, mais on n'a pas le droit d'y rentrer. Donc, on n'a pas le droit de monter sur une tombe, on n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses, mais quand on est sur les allées, on peut parfaitement expliquer la tombe et puis éventuellement les gens qui sont dedans. Alors, bien sûr, on ne va pas raconter leurs histoires de famille, hein, mais tout le côté public, hein, si on dit, ben voilà, ça c'est la tombe de l'ancien médecin de la commune qui a combattu la peste de 1760 à 1792, hein, et il a fini sur l'échafaud, ce sont des faits historiques. C'est pas donc à partir de là, il n'y a aucun jugement de valeur, et donc on peut dire ce qu'on veut, enfin, ce qu'on veut, dans la limite de ce que je vous explique. Hein. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour vous dire, on est une commune de 5000 habitants. C'est là, j'ai fait ça déjà 3 fois. Et à chaque fois, j'ai une trentaine de personnes qui viennent. Et pas mal, après, qui me disent « Ah ben mince, alors, c'était tel jour, zut, j'ai raté, c'est dommage. » Je lui dis bah, « À l'année prochaine. » Voilà. Oui, c'est intéressant aussi de savoir le nombre de visiteurs qui se déplacent. Oui, oui, c'est très régulier. Et alors, pour la première fois en 2022, j'ai eu des gens qui n'étaient absolument pas de la commune et qui sont venus par le patrimoine oralpin. Hein, voilà, par le site, ils ont regardé ce qui se faisait à côté de chez eux et ils sont venus par l'information qu'il y a sur le site. Voilà, ça commence à prendre. Ça commence. Hein. Merci beaucoup. À savoir également que vendredi dernier, il y a eu aussi une visioconférence organisée par le CIFUREP, le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, qui était plutôt destinée à leur collectivité adhérente et qui sera aussi disponible en replay. Donc, pour ceux qui voudraient un retour d'expérience plutôt du point de vue d'une collectivité, ce sera aussi possible de visionner si jamais cette visioconférence ce sera envoyé par la lettre d'information du Printemps des cimetières de toute manière. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore, Monsieur Chanet, c'était très clair. Pas de problème, c'était un plaisir. On va passer à une petite présentation du souvenir français et surtout de faire appel aux comités locaux. Donc, Alexandrine, si vous êtes là, normalement, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, attendez, je règle juste ma caméra parce que je ne me vois pas. C'est parfait. Bonjour, merci pour l'invitation et surtout pour cette vidéoconférence. Alexandrine Espinas, je suis responsable du service patrimoine de l'association Le Souvenir Français. J'interviens très rapidement dans le cadre d'une convention que le Souvenir Français a signée en 2021 avec Patrimoine Oralpin, notamment pour l'édition de l'année dernière qui portait sur la mémoire combattante et le patrimoine funéraire combattant. Donc le Souvenir Français a été très actif l'année dernière. Je trouve que ça a vraiment bien pris. On a vraiment des très bons retours. Je pourrais vous dire peut-être un petit peu après quelques exemples d'initiatives qu'on a pu avoir. Mais simplement pour vous présenter rapidement, donc, le Souvenir Français, c'est une association qui a été créée en 1887,
qui est reconnu d'utilité publique en 1906 et qui a été créé à la base de la base après la guerre de 1870 pour l'entretien des tombes des combattants qui sont tombés lors de ce combat. Et avec 14-18, l'association a pris un tournant beaucoup plus ample, on va dire, puisqu'elle s'est ensuite occupée des sépultures des combattants qui sont morts pour la France. Donc, M. Chanin en parlait tout à l'heure et a fait la promotion du souvenir français. Et je vous remercie d'avoir ce soutien, c'est très précieux. Aujourd'hui, l'association a 3 différentes missions, donc entretenir, conserver et transmettre la mémoire combattante à travers 3 grands pôles. Un premier pôle qui est donc l'ADN de l'association, c'est-à-dire l'entretien des tombes, et donc monuments funéraires, mais aussi les monuments aux morts, les plaques commémoratives, les stèles, etc. Après, tout un pôle plutôt commémoratif. On participe à énormément de cérémonies commémoratives, patriotiques, etc. Et un dernier pôle qui est plus axé sur la transmission, la pédagogie. Donc, on finance énormément de voyages scolaires, on propose plusieurs activités pédagogiques. Enfin, voilà, on essaie vraiment de transmettre la mémoire à travers aux jeunes. Voilà. Et donc, l'intérêt là de cette présentation, c'est de vous expliquer un petit peu la façon dont est constituée l'association. L'association est répartie, en fait, est entièrement basée sur le bénévolat. Donc, on a différentes délégations qui sont réparties par département. On en a une centaine donc, sur le territoire français, donc en métropole et aussi dans les Outre-mer. Et on a plus de 70 délégations à l'étranger. Et après, au niveau de ces départements, on a des comités locaux qui correspondent plus à des communautés de communes, à des villes, villages, communes, etc., qui sont répartis donc, sur tout le territoire métropolitain. Et on a un maillage territorial d'à peu près 1700 comités locaux. Pour retrouver ces comités, il faut passer d'abord par la délégation générale parce que parfois on n'a pas de comité dans la commune qui peuvent vous concerner. Donc, c'est notre délégation générale au niveau départemental qui va pouvoir vous dire vers qui vous tournez exactement si vous avez besoin du soutien du souvenir français. Pour ce faire, vous pouvez regarder sur le site internet de l'association. Vous avez une rubrique délégation et comité et une carte interactive et vous pouvez regarder quel est le département qui vous concerne. Également, je laisserai mes coordonnées dans le chat si vous avez besoin aussi d'autres éléments concernant toutes les activités patrimoniales ou autres du souvenir français. Et enfin, ce que peut vous apporter le souvenir français dans le cadre du Printemps des cimetières, c'est un appui déjà sur la connaissance des combattants morts pour la France dans le cimetière. Alors, je ne peux pas vous garantir qu'on soit bon partout, ça dépend vraiment du lieu où vous vous trouvez, évidemment, parce qu'on a certains endroits où nos délégations sont beaucoup plus actives que d'autres, c'est comme ça. Donc, tout est passé sur du bénévolat, mais en tout cas, on saura vous écouter, être là si besoin. Et si vous avez des éléments à rechercher ou si vous avez des idées de parcours sur la mémoire combattante, n'hésitez pas à contacter le Souvenir français. On sera très heureux en tout cas de vous apporter un soutien sur, par exemple, une visite guidée en effet du cimetière. L'année dernière, qu'est-ce qu'on a pu faire? Alors, on a fait une présentation dans le cimetière. C'est une délégation qui a organisé ça. En fait, la délégation avait récupéré des objets d'un combattant qui était inhumé dans une des sépultures. C'était la famille qui avait fait un don de ces objets de ce combattant mort pour la France. Et la délégation a organisé une petite exposition avec une table de tous ces objets. Et la famille était présente aussi. Et ça a été l'occasion pour les visiteurs et usagers du cimetière de découvrir la sépulture, mais aussi des objets du quotidien de ce soldat qui était inhumé devant eux. Donc, ce sont des idées pas de mission, mais d'initiatives qui peuvent être proposées aussi pendant le printemps des cimetières. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Beaucoup de visites, en tout cas, en lien avec, et aussi bien les morts pour la France ou les carrés militaires, mais aussi visites de tombes et de personnalités qui se sont illustrées pendant la guerre, parce que c'était aussi la grosse thématique de l'année dernière.
Donc ça peut avoir aussi un intérêt. Et là, cette année, en tout cas dans la symbolique funéraire, il y a aussi énormément de choses qui se rapportent au conflit, toute la symbolique du combattant, le casque, les croix épées du souvenir français aussi, que vous avez peut-être déjà rencontré dans les cimetières que vous avez l'habitude de fréquenter. La cocarde du souvenir français, comme vous le citiez aussi, bleu, blanc, rouge, quelle est la symbolique derrière cette cocarde, etc. Si vous avez en tout cas des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut en tout cas vous apporter un soutien là-dessus. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas l'impression du coup. Merci beaucoup Alexandrine. Et oui, c'est aussi une bonne idée d'essayer de monter des animations communes, aussi de mutualiser les connaissances, par exemple pour les collectivités, de faire appel aux associations patrimoniales ou historiques, c'est souvent très enrichissant, faire appel aux comités locaux du souvenir français, pourquoi pas aussi faire appel aux archives si vous avez des archives dans votre commune. Enfin voilà, le patrimoine funéraire et les cimetières permettent vraiment de pouvoir aborder énormément de sujets, et ça concerne beaucoup de gens. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la deuxième partie qui s'intéresse plus particulièrement au thème. Je vois, Alexandrine, qu'il y a une question pour vous dans la discussion. Donc, si jamais vous pouvez répondre à cette dame. Alors, attendez bien. C'est comment avoir une nouvelle cocarde du souvenir français quand l'original est cassé. Ah oui. Alors ça, je vais vous donner mon adresse mail et vous pouvez me contacter. Je vais vous expliquer la marche à suivre. Voilà. Parfait. Merci. Merci. Donc, le thème de cette édition, c'est maintenant la 3e édition thématique de l'événement. Donc, c'est la 3e année qu'on propose un thème. Il faut savoir que le thème reste facultatif, ce n'est pas un critère pour s'inscrire, ce n'est pas obligatoire de respecter ce thème, c'est simplement une façon de donner des idées aux organisateurs sur des sujets à aborder, aussi de se renouveler, puisque c'est bien aussi de proposer des thèmes différents pour avoir le public qui se déplace d'année en année. Donc, cette année, ça se concentre sur la symbolique funéraire. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les cimetières. On peut l'observer sur les monuments, donc gravés dans la pierre, sur les ornements en fonte, l'iconographie aussi des vitraux si vous avez des chapelles funéraires dans votre cimetière, les décors en céramique, etc. Pourquoi c'est un thème qui nous a paru important? Parce que c'est d'abord un répertoire qui est très riche et c'est aussi très intéressant d'expliquer la signification de ces symboles. Mais c'est aussi des choses qui tendent à disparaître avec la modernisation et la standardisation des tombes actuelles. Donc, c'est bien aussi de valoriser ce patrimoine funéraire en particulier pour essayer de le sauvegarder. Donc, comme je l'ai dit, les symboles, ils peuvent avoir de nombreuses significations, que ce soit des significations religieuses, mais aussi des significations profanes, le chagrin des proches, des réflexions sur la mort, des hommages aux défunts. C'est vraiment un thème qui est très riche et on en observe dans tous les cimetières. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on peut observer. Donc, bien sûr, par exemple, en fonte, on a une pomme de pin qui représente notamment l'espoir, la renaissance. Sur les vitraux de cette chapelle funéraire, vous avez des roses qui sont le symbole de l'amour, etc. Donc, voilà, c'est des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et pour vous guider, parce que ce n'est pas des connaissances qu'on a forcément comme ça, donc là, je vous ai mis une petite liste de ressources qui sont accessibles gratuitement et téléchargeables en ligne, donc sur Internet.
C'est des liens qui sont cliquables. Donc ensuite, la présentation que vous voyez ici sur votre écran sera mise en ligne également. Donc vous pourrez retrouver ces ressources directement. Ça peut permettre de vous aider pour construire votre visite. Et comme l'a dit M. Chanet, l'association charbonnière d'hier à aujourd'hui a également réalisé un glossaire. Donc, s'il est d'accord, il pourra être aussi ajouté à cette liste. Donc là, vous aurez toutes les cartes en main pour réussir à monter votre animation. Donc, je vous ai mis un petit exemple. Là, c'est la plaquette réalisée par la ville de Rennes. Donc, à chaque fois, vous avez donc le symbole, une photo, ce qui vous permet aussi de pouvoir le reconnaître facilement dans votre cimetière et les différentes significations attachées à ce symbole. Pour vous donner aussi quelques idées, j'ai sélectionné quelques animations qui ont été déjà inscrites pour l'édition 2023 autour du thème, qui peuvent peut-être vous inspirer. Donc, on en parlait tout à l'heure. Ici, c'est une visite libre organisée par l'abbaye d'Abondance en Haute-Savoie et qui propose une déambulation dans le cimetière à l'aide d'un livret. Donc, livret qui est à la fois disponible au format papier, donc à récupérer à l'office de tourisme ou au musée à l'abbaye d'Abondance, mais aussi au format numérique, et donc qui permet de découvrir en autonomie le cimetière et ses symboles. Du coup. Ensuite, ici, vous avez une visite guidée organisée par l'office de tourisme de Saint-Avold, Cœur de Moselle, qui est centré sur l'art funéraire lorrain, parce que c'est vrai que la symbolique a ça aussi de particulier, qu'il peut y avoir également des symboles propres à des territoires. Donc, ça peut aussi être très intéressant de faire des recherches là-dessus. Ici, vous avez une exposition donc, à penser aussi comme type d'animation. Là, c'est la Maison du tourisme de Montfort-l'Amaury dans les Yvelines qui proposera du coup une exposition sur les croix en fonte des cimetières des villages environnants. Donc, croix qui ont été conservées après la reprise des concessions et donc qui seront exposées dans le cimetière à l'occasion du printemps des cimetières. Et sur les croix en fonte, il y a également énormément de symbolique. Donc, très intéressant également. Et enfin, je vous ai mis aussi une autre visite guidée organisée par la commune de Thonon-les-Bains, que j'ai trouvée très intéressante aussi, puisque en petit plus, à la fin de la visite, il propose une lecture de poésie d'auteurs savoyards et français en écho avec la thématique. Donc, c'est aussi une bonne idée si jamais vous avez une personnalité dans votre cimetière, un poète, un auteur, etc., de lire en résonance un texte, c'est aussi une possibilité. Et voilà, c'était aussi pour terminer sur nos mécènes et soutiens, grâce à qui l'événement aussi croît d'année en année. Donc, pour les remercier aussi ici, nous avons 2 mécènes qui sont la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire et l'entreprise Barthélemy Bronze, qui soutiennent l'événement respectivement depuis 2019 et 2018. Ensuite, au titre de patrimoine alpin, nous sommes soutenus par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'ensemble de nos actions. Et après, nous avons des partenaires plus spécifiques pour le printemps des cimetières qui sont l'Office national des combattants et victimes de guerre, le Souvenir français, la Commonwealth War Graves Commission, Généanet que vous devez peut-être connaître pour la généalogie, avec qui nous organisons depuis de nombreuses années un week-end en commun. Donc, ils ont aussi également une initiative très intéressante au niveau des cimetières qui s'appelle Sauvons nos tombes, qui est un recensement photographique participatif des tombes des cimetières. Et ils organisent un week-end spécial au moment du printemps des cimetières pour essayer justement de coordonner les efforts et d'apporter de la visibilité au patrimoine funéraire. Et ensuite, nous avons 2 partenaires médias qui sont Résonance Funéraire et Funéraire Magazine. Et nous arrivons vers la conclusion. Donc, si jamais vous avez des questions qui n'ont pas eu de réponse durant la présentation, n'hésitez pas, c'est le moment.
Je vous écoute. Ou pas, si tout est extrêmement clair. Et si jamais vous avez des interrogations qui vous viennent par la suite, si vous voulez des conseils, etc., on est là pour ça, donc n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées là à l'écran. Vous pouvez les noter, mais vous les retrouverez également sur le site internet de Patrimoine Oralpin ou le site internet du Printemps des Cimetières. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc, s'il n'y a pas de questions, bah, écoutez, on se retrouve du coup les 12, 13 et 14 mai 2023 pour le Printemps des Cimetières. Et d'ici là, bon remplissage du formulaire d'inscription. Normalement, c'est très facile. Et encore une fois, si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à nous faire signe. Et donc, vous retrouverez cette présentation et l'enregistrement sur le site internet du Printemps des Cimetières dans la semaine, normalement, d'ici la fin de la semaine. Si jamais vous voulez revoir des passages, etc., ce sera possible. Très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Aude, mais merci à vous tous d'avoir été là. Merci de vos questions. Comme l'a dit Aude, n'hésitez pas à en poser par la suite s'il y en a qui vous viennent à l'esprit et que peut-être on n'a pas évoqué ici. Et bonne préparation du Printemps des Cimetières. J'ai vu avec plaisir qu'une nouvelle ville belge allait nous rejoindre. C'est super. Bienvenue à Mons, du coup. Et bienvenue à tous, et notamment à ceux qui nous rejoindront pour la première fois. Je vous dis à bientôt à tous. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.